forever. NBA now and forever. A été décalé par ce père douteux qu'est Vladimir. Je ne suis pas présent avec mes deux compères aujourd'hui, mais je vais vous faire l'introduction des deux mastodontes dont Damas et Vladimir vont parler aujourd'hui. Du coup, l'épisode de Forever Team Duncast de cette semaine va se concentrer sur les deux meilleurs post 4 de leur génération, chacun avec un profil et une histoire différente. Donc bien sûr Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. Si vous avez lu le titre de l'épisode, vous n'êtes pas surpris. Voilà. Donc Anthony Davis du coup qui est arrivé un peu comme l'enfant promis des États-Unis. Il était destiné à devenir le visage de la ligue pour remplacer Kevin Durant, LeBron James, qui étaient dans leur prime dans ces années-là. C'est le dernier joueur universitaire à avoir participé à une compétition majeure avec Team USA. Voilà pour la petite anecdote. Très très vite, on l'a vu quand même être pas mal dominant des deux côtés du terrain, mais on l'a pas vu faire de vrais gros runs de playoff avec son équipe des Pels. Chaque année, on a pu le voir mentionné dans les différentes courses au trophée, telles que le MVP ou le Depoy. Sauf que Anthony Davis n'a jamais remporté un seul de ses trophées individuels. Même pas le titre de rookie de l'année, dites-vous. Donc voilà, un peu décevant quand même pour le talent du bonhomme. On a dû attendre de le voir jouer avec LeBron James, du coup, pour qu'il accède enfin au final NBA et au titre suprême. Anthony Davis qui a quand même été un joueur particulier, vu qu'il a débarqué dans cette ligue avec des skills qu'on voyait pas trop pour l'intérieur de l'époque, parce que lui a eu une formation de meneur dans sa jeunesse avant une poussée de croissance. Voilà, l'anecdote est quand même assez connue, mais j'avais envie de la rappeler. Et de l'autre côté, on a Giannis Antetokounmpo qui débarque un an après Anthony Davis en NBA, avec une hype quasi inexistante. On se demande c'est qui ce gamin grec qui débarque. Ça reste un loterie pick, fin de loterie. Mais voilà, Giannis lui qui a galéré au début. À cause de problèmes familiaux avec ses parents, c'était une galère pour qu'ils arrivent aux États-Unis. Donc voilà, le gamin était un peu déboussolé. Sans compter que Jason Kidd lui a fait modifier son shoot, du coup ce qui a eu pour effet de le rendre quasiment inutilisable sur son début de carrière. Mais après, Giannis, il en a profité pour se forger un corps de titan. Il a travaillé sa vision du jeu. Voilà, il a vraiment appris à jouer de ses qualités pour devenir le joueur le plus dominant physiquement depuis Shaquille O'Neal dans son prime. Voilà, je pense qu'on peut le dire, c'est pas honteux de dire ça. Voilà, et en fait, on se rend compte que Giannis, il a réussi à avoir la carrière que l'on prédisait à Anthony Davis. Parce que Giannis, il est double MVP, il est Depoy en 2020. C'est un des 3 seuls joueurs à avoir le MVP et le Depoy sur la même année, avec Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. En attendant, bien évidemment, Victor Wembanyama en 2026. Et Giannis, du coup, aura, lui, mené son équipe de toujours au titre en 2021, un an après Anthony Davis et le run des Lakers. Voilà, donc au final, Giannis qui aurait eu vraiment la carrière qu'on pouvait prédire à Anthony Davis, tout en partant de beaucoup plus bas. Voilà. Je vais laisser mes deux compères que sont Damas et Vladimir développer le sujet. Moi, je vous fais des bisous, c'était Quentin, et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci Quentin, bonjour à tous et à toutes. Yes. Ça va Damas ? Très bien et toi ? Bonjour à tous et à tous. Quentin, il est au top, Il est déjà non, il nous a fait une intro plutôt propre, donc ça c'est très très cool. Merci. Et en effet, de base il devait être sur l'épisode, mais des contraintes horaires me concernant, malheureusement, ont fait qu'il n'a pas pu être disponible pour cet enregistrement, et je m'en excuse pas du tout. Voilà. Je m'attendais à un truc comme ça, un espèce de truc, rien à cirer. Voilà, c'est cadeau. Il est dans des trucs. Non, mais il a. Ouais. Bisous. Mais en effet, donc il a très bien introduit le sujet, donc sur comme il l'a caractérisé, deux mastodontes de la NBA des années 2010, et puis même 2020 pour le coup, jusqu'à maintenant, oui. Car ce sont des joueurs qui sont toujours en activité, mais avec deux parcours qui sont complètement différents. Tu souhaites commencer par qui, Damas, Anthony Davis ou Giannis Antetokounmpo ? T'es plus vers qui là ?
Allez, on va aller sur Anthony Davis. Anthony Davis. Ouais, on va sur Ah. Davis. Bah, c'est vrai que c'était un peu le jeune prodige, hein, venant de l'université de Kentucky. Il en fait aussi de belles, enfin une belle pige là-bas, qui pour le coup, en effet, comme l'a très bien précisé Quentin, et intègre directement en 2012 le Team USA, donc Team il fait les USA. JO de Londres De Londres. avec l'équipe des États-Unis. C'est le dernier universitaire en effet actif à jouer pour l'équipe nationale en compétition internationale. Donc ça Bien aussi sûr. c'est pas rien. Et c'est vrai que Comment c'était une carrière qui était déjà plus ou moins tracée pour lui pour le coup. Complètement. Anthony Davis, c'est on va dire un prospect majeur auquel la NBA allait beaucoup miser concrètement sur les années 2010. Homme de Chicago, dont on connaît forcément, on va dire l'appartenance basketball vue en effet, c'est le règne de Sa Majesté. Donc automatiquement, Anthony Davis était même celui qui était censé reprendre la suite des grands postes 4 pour une forward, power forward comme on l'appelle, au cours des années 2000, où on a eu lieu à des noms exceptionnels qui sont très clairement dans l'ère, je dirais même légendaire de la NBA, à savoir Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Chris Webber, Rashid Wallace, Elton Brand, Jermaine O'Neal. Tout c'est pour vous dire la densité qui existait au travers de ce poste et qui a même été l'une des raisons pour moi pour lesquelles justement j'ai aimé la NBA par rapport à ces gros bonhommes qui ont une technicité exceptionnelle. Et en effet, arrivé vers la fin des années 2010, je commençais à être dans le regret à ce que ces joueurs que je viens de mentionner arrivent à la retraite. On comprend tous, là j'arrive. Et quand t'es jeune, tu te dis, ah ouais, en fait, les mecs, ils vont vraiment partir, en fait. Mais tu te dis, qui va reprendre la suite? Et là, t'as Anthony Davis, Monsieur Unibrow, qui reprend la suite et qui est présenté, en tout cas par la Ligue, comme étant la génération future du poste 4. Et comme l'a très bien dit Quentin, il présente une panoplie technique que les joueurs que j'ai mentionnés plus tôt, n'ont pas forcément ça en main. Donc moi, pour ma part, déjà, quand j'ai vu New Orleans, déjà de base, moi j'aime bien la Nouvelle-Orléans, au cours des années 2000, j'ai bien aimé Baron Davis, toute cette histoire, Jamal Magloire et tout, Jamal Mashburn, je crois que t'as aussi apprécié là-dessus déjà de base. Ouais. Il y a des noms qui me sont très familiers, en effet. Et voilà, et tout, avec le frelon et tout qu'on aime bien. Donc là, les Pelicans sont arrivés, et Anthony Davis en arrivant justement du côté de la Nouvelle-Orléans. Moi, j'ai quand même apprécié cette arrivée-là dans cette draft-là. Donc il y avait un certain Damian Lillard, qui était aussi présent du côté de Weber State. Et automatiquement, Anthony Davis, déjà dès les JO de Londres, auxquels je salue Gilles Chris, qui salue très régulièrement ces JO d'ailleurs, cette épopée londonienne. Lui qui a vu Team USA de très près en plus. Mais c'est un ouf. Oui, exactement. Ça, tu as très sortie d'hôtel. Complètement. Et là, Anthony Davis, il fait partie des gros. Tu le vois avec son sac à dos. Tu sens qu'il est jeune, par contre, au niveau du visage. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais tu sens que le gars, c'est un petit bonhomme parmi les grands bonnets qu'on voit dans la ligue tous les ans. Donc là, tu te dis que ça veut dire que si le gars il est là-bas, il y a un vrai truc qui arrive. Exactement. Début de carrière, justement. Par rapport à Anthony Davis. Début de carrière qui est intéressant. Alors après, c'est vrai que Anthony Davis, à sa draft, c'est surtout... alors après, on va pouvoir développer en effet toutes ses qualités, on va dire offensives, mais c'était surtout un très très gros défenseur. Il était estampillé défenseur élite dès son arrivée, déjà du fait de son envergure, qui est gigantesque, et de ses aptitudes aussi physiques, parce que comme l'a très bien dit aussi Quentin, il avait une formation de meneur. De base, le mec c'est un meneur. Donc c'est pour dire en termes d'agilité, avec en plus la poussée de croissance qu'il a eu, où il a gagné, je crois que c'est quasi 18 cm, je crois, en un été. C'est des choses auxquelles on a tous rêvé en buvant du lait pendant plusieurs ans, mais c'est pas arrivé pour certains. Bon, en tout cas, c'était l'un de mes objectifs, mais bon, j'ai complètement foiré le coup. En tout cas, pour Anthony Davis, je sais pas ce qu'il a fait, mais là, les résultats ont été... complètement fou. Et après il atterrit dans une franchise qui est un peu maudite, les Pels de New Orleans. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, il arrive deuxième à la course du Roy sur sa première saison. Première saison très correcte, où il a 13,5 points de moyenne pour un peu plus de 8 rebonds. On est sur une moyenne de je sais plus exactement combien, c'est à peu près 30 minutes, je crois. Ouais, en moyenne, on a 28, un peu moins de 30. Mais c'est quand même très bien. Voilà. Il est rookie, voilà.
Tout à fait. Donc c'est voilà très très correct et prometteur pour New Orleans. Alors malgré tout, New Orleans ne fait pas voilà de gros résultats, mais il arrive quand même à Non, performer malgré tout avec notamment une sélection All-Star dès la saison 13-14. Donc absolument. pour le coup, voilà, il a été récompensé très rapidement avec aussi une grosse progression offensive, sachant que donc il a une très grosse progression offensive, mais aussi défensivement, il commence réellement à s'imposer comme une vraie référence en termes de big man défensif, Complètement. où il est huitième à la course du deep point, donc c'est pas rien hein, sur Et une il est meilleur saison compteur de la Ligue sophomore. dès la deuxième et troisième saison déjà, hein. Tout à fait, Il est meilleur déjà, avec meilleur quasiment 3 contre. c'est tout simplement exceptionnel de la part d'un jeune prospect et arriver déjà à un tel statut où il a une moyenne de plus de 2,8 contre en moyenne déjà dès la deuxième saison, 2,9 donc pratiquement 3 sur la troisième saison. Le seul bémol d'Anthony Davis, c'est que il faut attendre la saison 2016-2017 pour qu'il fasse plus de 70 matchs en saison régulière Oui. et toute sa carrière, ça va le suivre au niveau des pépins physiques où il a une tolérance assez élevée à la blessure et souvent même des blessures bénignes, hein. Et ce qui est même dingue, c'est qu'un jour dans un interview, il disait, je fais, comme pour d'autres joueurs NBA, beaucoup de rencontres où je ne suis pas à 100%. Ça, c'est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière et d'ailleurs, elle n'est pas finie. Mais c'est quand même un point de frustration qui est assez évident. Où la deuxième saison, il fait 67 matchs, la 68, ensuite, je crois qu'il fait 61 la quatrième saison. C'est pas du tout top. Moi, c'était un point où moi, par exemple, quand il fallait regarder les matchs en rediffusion ou soit même la nuit quand je pouvais me le permettre, et quand les Pels jouaient, si Anthony Davis n'était pas là, il fallait éteindre la télé, hein, soyons clairs. Bah ça servait à rien. Ouais. Non, mais on est complètement d'accord. Ça servait à rien. C'est pas pour, je sais pas, c'est pas pour regarder. Bah, qui est passé par New Orleans? Alexis Aginsa. Après, il y Salomon avait des joueurs Hill. intéressants. Il y avait quand même Ryan Anderson qui était quand même intéressant, gros sniper hein, d'ailleurs. Ah ouais, complètement, poste Euh, 4 fuyant, ouais, bien sûr. Après, il y t'avais avait ça, lui, il y avait Salomon Omer Hill. Hachik. Ah, Omer Hachik, ah oui, le poste 5, là, le pivot, là. Puis t'avais Jrue Holiday, je crois aussi, qui est arrivé un petit peu plus après, parce qu'il avait commencé avec les Sixers. Ouais, il y a Norris Cole du coup qui est passé de Ah Miami aussi à ouais, New Orleans. Dante ouais, Cunningham qui était aussi un bon shooter. Bon, ouais, il bon y avait. défenseur, ouais. Mais tu vois, Et il y a ma plus grosse c'est peut-être l'une de mes plus grosses frustrations de l'histoire. laquelle? De l'histoire. Tyreek Evans, Ah ouais, la suite. Jimmer Oh, Fredette. oh là là, Tyreek Evans, qui avait été rookie de l'année, auquel on avait fait des liens avec LeBron Putain. James, physiquement parlant. Ce qui est vrai, hein, il avait Mais commencé sa première saison régulière aux Kings avec 20,5 passes D. On était tous, oh, Derrick Evans, physique. Et il a jamais confirmé cette saison run. putain. En tout cas, Ouais. pour Anthony Davis, c'est des saisons qui sont difficiles. Et Oui. moi, en tout cas, du côté des Pels, parce que c'est clairement pas une franchise attractive malgré le festival du jazz qu'on aime tous. New Orleans, c'est pas la première place à laquelle on pense, hein. Les premiers playoffs qu'ils font, qu'ils effectuent, c'est en 2014-2015. Ils font un premier tour face aux Warriors de Golden State avec Stephen Curry qui les achève en plus sur le Game 4. Ils perdent 4-0 le premier tour, on n'est pas surpris. Mais en fait, on était quand même satisfait de voir Anthony Davis être présent dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Ça veut dire que là, ça commence à compter. Ouais. T'es quand même là. Mais on avait tout de suite compris que New Orleans, il va falloir qu'ils puissent investir pour que ils deviennent une place majeure dans la ligue. Parce que c'est ça qui est le plus frustrant en NBA, c'est que tu sois le franchise player d'une équipe, d'une franchise, Mhm. d'une association, d'une organisation qui n'arrive pas, elle aussi, à grandir. Et Ouais. moi, j'avais peur que Anthony Davis vive les mêmes circonstances qu'un certain Chris Paul à l'époque, qui, Mhm. mi-année 2000, fin année 2010, il est excellent à la main, malgré ma penda que je salue de loin, espèce de vilain, auquel il déteste Chris Paul, mais ça, on ne saura pas pourquoi, mais vous inquiétez pas, très cher auditeur, on va s'en charger. Donc, je Oui. craignais que Anthony Davis soit dans les mêmes circonstances que Chris Paul. Ça, franchement, je le vivais pas forcément très bien. Et ouais, Et il y a eu des belles choses qui sont arrivées, hein. il y a des belles, voilà, exactement. Il y a des belles choses qui sont arrivées avec notamment un blockbuster trade, Ouais. du coup, sur la saison 17-18, où on voit arriver un certain DeMarcus Cousins, Oh là là. accompagné de Omri Caspi, en échange de Buddy Hield, Langston Galloway, Tyreek Evans, c'est un premier tour de draft Bah tiens. 2017 et un second aussi choix de la draft de la même année.
qui va complètement révolutionner, qui va complètement donner un autre visage en fait à la franchise. Complètement. Et puis on a peut-être, si c'est pas le plus gros what if en termes de perte d'intérieur, enfin de domination qu'aurait pu amener ce duo d'intérieur. Enfin, Bien sûr. je reviendrai pas sur les performances parce qu'il y en a eu tellement des performances des deux gars sur sur un peu moins d'une saison, on va dire, en cumulé, jusqu'à malheureusement voilà l'énorme blessure la saison suivante de DeMarcus Cousins. Malheureusement, bon là ça a complètement cassé la la dynamique, alors qu'ils Complètement. avaient clairement de quoi faire. Et puis voilà, c'était première campagne de playoff pour Anthony Davis. Bon, ils se font un petit peu shooter, on va dire, sur ce premier non, pardon, je dis une bêtise en plus. Deuxième, oui, pardon. Deuxième campagne de playoff, parce qu'en fait, au premier tour, il sort Parce que c'est vrai qu'il y a Portland. J'avais oublié Portland. Mais comment on se fait gifler en plus. Oh là là là. On se fait défoncer, alors qu'on est 3e à l'ouest. Hein. Oui. On est 3e à l'ouest, mais New Orleans, ils ont Rajon Rondo à la main. Ils ont l'idée. Au poste 3, Etuan Moore, je me demande pourquoi il est là, mais il est bien présent. Et ensuite, t'as les deux mastodontes. La blessure, en effet, de DeMarcus Cousins fait à ce que New Orleans finit 6e, mais les deux, ils ont des stats exceptionnelles sur toute la saison. Et comme tu l'as dit, c'est la paire d'intérieur à laquelle on a clairement l'idée qu'on est passé à côté de quelque chose de très, 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 très grand. Anthony Davis, soyons clairs, statistiquement parlant, il est sur une lignée de folie. De toute manière, de la saison, on va dire, 14-15 jusqu'à la saison 17-18, il passe de 24 points de moyenne, 27 points de moyenne, 28 points de moyenne. Au rebond, il est clairement régulier. Il finit toutes les saisons en double-double. Et surtout, même au niveau des pourcentages, 53% au shoot, 59, 50, 53, 51. Le mec est propre. Il a une panoplie concernant Anthony Davis qui est clairement accomplie. Sauf s'il nous manque quoi? On le voit en playoff. Donc, malheureusement, la seule fois où on le voit en 18, ça Portland. Et Portland est tête de série. New Orleans est numéro 6. Franchement, ça, au niveau de la configuration, c'était pas prévu. Mais on se fait gonfler. On se fait défoncer. Il y a absolument rien à dire. En demi-finale, ils affrontent qui? Les Warriors de Golden State. Vous imaginez très bien ce qui s'est passé. Hein. Voilà. L'eau mouille, le feu brûle, on sait. Hein. Voilà. ça se termine en 4-1, mais c'est surtout que, on a quand même une paire d'intérieur. Alors en plus, Anthony Davis, mais il est vraiment sur une saison all-time hein, pour le coup, parce que 28 points de moyenne, il a 11 rebonds, avec 2,6 blocs. Enfin, il est toujours meilleur contreur de la ligue. Toujours. Il est 3e au titre d'MVP, il est 3e au DPOY, il est All-Star, il est NBA First Team et Defensive First Team. Tu peux rien faire. Tu veux faire quoi? Tu veux rajouter quoi? La seule chose dans laquelle où c'est clairement frustrant, c'est qu'Anthony Davis, comme on l'a bien dit plus tôt, il évolue dans une team où malheureusement la visibilité n'est pas reconnue. Certes qu'il soit All-Star, NBA First Team, il avait fait la saison 2017, 2018. Donc c'est sous cette période-là où Anthony Davis s'impose clairement comme étant le meilleur 4 de la ligue. Hein? Là, les choses, il n'y a plus de discussion à avoir sur le sujet. Les choses, en effet, sont concrètes. Après, il est dans la All Defensive Second Team, NBA All Defensive Second Team, c'est vrai, 2015-2017. Bon, de toute manière, c'était la suite logique des choses, soyons clairs par rapport à Anthony Davis. Mais soyons clairs, la blessure de DeMarcus Cousins, pour moi, est l'une des plus grandes frustrations basketballistiques que j'ai sur toutes les années 2010. Croyez-moi, on va y revenir. Et Anthony Davis se retrouve orphelin. C'est-à-dire repartir au front avec une franchise moyenne qui n'arrive pas à step up, qui n'arrive pas à créer cette attractivité nécessaire et qui, malheureusement, quand les choses arrivent, il y a une blessure, il est l'heure de prendre la porte. Et c'est là, par rapport à Anthony Davis, qu'il faut prendre ce virage en allant cette fois-ci dans une franchise, on va dire, à statut supérieur. Et il y a ce fameux dîner avec LeBron James. Moi, j'en dis pas plus. Ça, ensuite, ça c'est Vlad, vas-y, déballe. Wow. Est-ce qu'il y a forcément besoin de détailler hein? Bon, quoi qu'il en est, on sait que en plus il y a toutes les affaires de
Je te laisse parce qu'après je vais réagir. Tu me connais. Non, mais il y a eu en plus, il y a eu toutes les affaires de tempering à côté où les Lakers ont été en plus amendés, où ça se faisait des appels de, enfin c'était même plus des appels de pied, c'était de la drague par médias interposés Bien sûr. afin qu'Anthony Davis, voilà, il a été acté en effet que Anthony Davis aille aux Lakers, quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que ça allait prendre. Et je me rappelle tellement du comment dire, des Pels qui jouaient complètement la montre, en fait. Ils jouaient complètement, oui, le temps. Ils essayaient de faire perdre le plus de temps possible. Alors, on était sur la trade deadline du coup 2019, où on se dit tous, ouais, Anthony Davis, il va partir aux Lakers, c'est sûr et fini, certain. quoi. C'est fini. Ouais, c'est terminé. Et on voit les jours, les heures passent, les jours passent, etc. Il se passe rien. On se rapproche de la trade deadline. On voit, c'était quand même une période qui était très marrante pour le coup parce que à côté il y avait le community manager de New Orleans des Pelicans qui sur Twitter qui trollait mais comme pas possible. Ouais. C'était génial. Cette période-là, elle était géniale. C'était vraiment marrant pour le coup. Et malheureusement, voilà, enfin le trade n'a pas eu lieu. New Orleans a décidé, quitte à tout perdre, autant essayer d'aller jusqu'au bout. Avec Anthony Davis, essayer de tirer quand même quelque chose avec lui. Et donc, pour le coup, il sera uniquement transféré lors de l'été 19-20 C'est ça. auprès donc des non 18-19 non attends c'était Le monde de transfert, c'est 18-19. Été 18-19. 18-19 ouais voilà 18-19 le titre il est en 20 Oui. 18-19 et donc là pareil c'est transfert contre des Lonzo Ball contre contre le Brandon young Ingram. core des Lakers. Il y a juste Kyle Kuzma qui est très cher à Rafik qui aura été conservé. Oui, mais on se moque de lui, mais c'est Kuzma qui avait été très intéressant lors de sa saison rookie. Oui. En plus, il fait une saison rookie magnifique. Il était bon. Non, vraiment, il était vraiment intéressant, même sur le titre et tout. Il sortait du banc, c'était vraiment pas mal pour le Kuz. Et il a fallu qu'il soit amoureux d'une ancienne mannequin pour qu'il se perde. Enfin bref, peu importe. En tout cas, juste un petit détail par rapport au transfert, il avait pris une amende de $50,000 par la NBA en plus, Anthony Davis, parce qu'il avait clairement affirmé ses ambitions, ses intentions de départ. Il y a eu ce fameux dîner avec LeBron James. On connaît LeBron, quand il s'agit de former des grosses teams, on peut clairement lui faire confiance. Sur toutes les années 2010, on a pris des sauces à ce que LeBron soit toujours très bien entouré pour qu'il soit présent au mois de juin. Et quelque part, il a raison, parce qu'on sait très bien que bon nombre de gars qui ont fait des mecs fidèles, ils n'ont pas été servis. Anthony Davis avait dit dès janvier 2019 qu'il ne prolongerait pas son contrat avec New Orleans. Et c'était le pas qu'il fallait faire, qu'il fallait fournir pour qu'il puisse former sa véritable legacy à l'échelle collective, avec des titres collectifs et où on le voit présent au mois de mai, voire au mois de juin. Il était important de franchir ce pas-là. Il l'a fait. Mais à la différence, cette fois-ci, il a LeBron James à ses côtés. Il est aux Lakers. Et dans cette configuration-là, l'erreur est clairement punie. Donc, et puis, tu voulais réagir ? Et puis clairement, en plus, dans une équipe, enfin, en fait, tout était fait pour lui. Toutes les planètes étaient vraiment alignées pour lui, même pour les Lakers dans la globalité, parce que sur les dernières années, j'ai même envie de dire peut-être sur la quinzaine de dernières années là, on a eu l'équipe la plus cohérente des Lakers qui puisse exister. Absolument. En termes de construction d'équipe, enfin, et même c'était un tout. En fait, les Lakers 2019-2020, c'était vraiment un tout. Très bien mené par Rajon Rondo. Il y a Avery Bradley en backup, avec Danny Green qui est là pour sanctionner. On a Kyle Kuzma qui sort d'une saison rookie qui est très bon. Qui sort du banc en défense, qui est Caruso, super Dwight Howard, Javal McGee. Enfin, attends, mais c'est quoi cet effectif de malade? C'est quoi? Peut-être, Kyle Kuzma, tu l'as dit. Mais c'est, oui, je pense que tu l'as dit. C'est quoi? Ouais, je l'ai dit, ouais. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, toute manière, notre très cher Samuel qui est à l'autre bout du monde en train de saluer Mao Zedong, on sait toujours pas pourquoi les Lakers ont cassé cet effectif. C'est toujours quelque chose qui nous échappe. Maintenant, la monnaie. Voilà, oui c'est vrai. En tout cas, Anthony Davis rejoint une franchise qui est historiquement, je dirais même intimement liée à des intérieurs dominants dans la ligue. On va pas redire les noms, on les connaît déjà.
Et le dernier qu'on avait en tête, bien entendu, c'était Pau Gasol, qui était le gagnant. Dwight Howard, bien on connaît l'échec qui a eu lieu. Mais depuis tout Oui. ce temps, il n'y a plus rien eu. Donc là, Anthony Davis revient dans la lignée des grands intérieurs dominants en NBA, qui est clairement lié à l'histoire des Lakers. Et Anthony Davis va de suite rentrer dans son personnage avec les compétences qu'il a, et surtout un LeBron James qui le laisse s'exprimer pas de la même manière qu'un Chris Bosh, si tu vois un peu ce que je veux dire, où c'est un petit peu Chris Bosh vraiment arme secondaire, voire même Kevin Love, Bien qui sûr. ont en effet accepté ce rôle-là. Mais LeBron James vieillit. Il n'a plus le même âge. Il a 35 ans au moment du titre 2020. Et on est dans la bulle. Ouais. On est dans la bulle. Et à chaque rencontre des Lakers, que ce soit face aux Nuggets, que ce soit en finale face aux Heat, et que dire face aux Rockets en demi-finale, où ça a été une boucherie, il n'y a rien qui peut les arrêter. Il n'y a absolument rien qui peut les arrêter. Et Davis, il est tout simplement stratosphérique cette saison-là. Ah oui, non, bah complètement. Et puis c'est lui qui est vraiment tout le long de la saison, alors avec la grosse pause dans les circonstances qu'on a connues, Bien mais sûr. c'est lui qui est au niveau d'MVP pour les Lakers. Le mec, alors Ça même t'aurait si dérangé on a qu'il un soit le titre MVP bah il est MVP des finales. Moi je parle de la saison hein, pour le coup. Anthony Davis, le mec, il est à un niveau mais impérial hein, sur toute la saison. Enfin la saison qui va jusqu'à fin mars, enfin jusqu'à début mars pardon. Oui déjà oui. Avant la coupure du Covid et puis même le premier, enfin même le, je sais contre Denver, c'est quoi, c'est le premier tour, hein, c'est ça, non? Je sais Le plus. premier tour c'est Portland. Oui, pardon, c'est Portland. Oui, pardon. Portland, on gagne le premier game et ensuite on se fait. Oui, non, c'est finale de conf. C'est finale de conf Denver. Oui, il y a Houston entre temps, c'est vrai. C'est Houston en demi. Il y a son fameux buzzer beater qui met aussi. Ouais. Voilà, le game one, bon, pour le coup, qui va plus ou moins, on va dire, sceller la série. Ouais, clairement. Mais ouais, il est vraiment sur une saison, il est vraiment sur un statement year pour le coup aux Lakers. Et ouais, d'un niveau juste, ouais, il est irréprochable sur. On peut absolument rien dire. Il fait saison quasi parfaite. Il est 6e au MVP. Il est 2e au Depoy, bon, en faveur de Giannis Antetokounmpo pour le coup, All-Star et pareil NBA First Team et All Defensive First Team. On peut absolument rien dire. On peut absolument rien dire. C'est le premier joueur de l'histoire, je crois, à remporter une suite de titres quand même exceptionnelle. Hein. C'est le premier à remporter un titre NBA, médaille d'or olympique, médaille d'or d'une Coupe du Monde FIBA, et enfin ce fameux titre NBA 2020. Anthony Davis, s'inscrit tout simplement dans le panthéon du basket. Absolument rien à dire là-dessus. Mais il faut une suite. Pour les Lakers, ça ne suffit pas d'être champion qu'une seule fois. Et moi, pour ma part, la saison 20-21, bien que c'est toujours intéressant, mais on revient toujours au même. Les points noirs de la carrière d'Anthony Davis, c'est le physique. Les blessures. Soyons clairs. Les blessures. Tiens, j'aimerais que tu puisses me dire, qu'est-ce que tu en penses là d'une question. Anthony Davis, saison 20-21, il se blesse. Enfin, je crois qu'il finit pas le premier tour, je crois, face aux Suns. S'il était présent, tu les voyais dehors quand même, les Lakers, selon toi? Bah oui, parce que on a clairement vu que c'était quand même ça a été quand même le talon d'Achille hein, pour le coup des Lakers, hein, l'absence d'Anthony Davis, hein, ça a été très très compliqué. Ouais, Anthony Davis qui était pas à 100%, c'était compliqué quand même d'espérer quoi que ce soit pour le coup contre Phoenix. Après, s'il était à 100%, je pense qu'il y avait moyen que ça passe. Oui. Après, attention, Phoenix était aussi sur une très très bonne dynamique. Complètement. Donc, franchement, je serais limite à dire 50-50. Mais j'aurais peut-être donné quand même l'avantage aux Lakers. Je pense que s'il y avait Anthony Davis qui était à 100%, enfin à l'intérieur, bon, DeAndre Ayton c'est sympa, mais ça n'aurait rien fait, surtout encore à cet âge-là. Il était encore très jeune, donc je pense que ça aurait été très compliqué pour le coup pour les Suns. Il y avait peut-être moyen que les Lakers aillent assez loin. Ouais, soyons clairs. En tout cas, cette série-là marque un coup d'arrêt du côté des Lakers où il y avait clairement des choses auxquelles ils n'ont pas répondu présent. Les Andre Drummond, tout ce bazar. En tout cas, par rapport à Anthony Davis, on est clairement dans la lignée, malheureusement, dans les points noirs de sa carrière qui se caractérisent au fait à ce que dans les bons moments, dans les gros moments, malheureusement,
il n'est pas présent, ce qui montre la moyenne de matchs en saison régulière qui est assez vilaine. Ensuite, tu as les playoffs 23, où en effet, Anthony Davis est tout simplement irrésistible. Moi, je m'en souvenais très bien. Et je pense qu'on va terminer avec Davis sur le dernier élément pour lequel Lucas est toujours sous perfusion. Anthony Davis, c'est la série face aux Warriors. J'ai pris un plaisir de le voir dominer Draymond Green. Parce que pour ça. Draymond, il ouvre sa gueule comme étant un bête de défenseur. Mais moi, j'estime qu'il n'a pas affronté de cadre majeur offensif qui est capable de lui causer du tort. Et quand Anthony Davis, il est dans la pleine possession de ses moyens, ça devient trop dur de l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Mais la difficulté que les adversaires ont à lui dire stop, sans côté que, on va parler un petit peu de la panoplie d'Anthony Davis, il a la capacité de shooter à mi-distance, de faire du 1 contre 1, à rentrer avec l'épaule, que ce soit épaule droite, épaule gauche. Il est capable de finir en lay-up, il est capable de finir en fadeaway. Il a une panoplie sans côté qu'il est même capable d'attaquer le panier frontal en main contre main. Il a du move à l'intérieur. Le mec, il pose très bien, il joue très très bien en pick and roll. Enfin, il a le total package. C'est vrai que pour le coup, il y a très peu de défauts dans son jeu. Alors peut-être la chose qu'on peut lui reprocher sur les dernières années, c'est de trop shooter à 3 points. Et je pense que c'est ça qui a un peu dénaturé aussi un peu son jeu. Je suis d'accord. Même si c'est un très bon shooter, il a une très belle gestuelle et puis il a quand même un pourcentage correct à distance. Et je pense qu'à un moment, il s'est peut-être trop perdu justement à vouloir trop shooter à distance et pas assez tabasser à l'intérieur. Je pense que c'est ce qui lui a fait, c'est un peu ce qui lui a fait défaut aussi sur ces dernières années. Non, mais ça s'entend clairement par rapport en effet à sa panoplie. Je suis d'accord avec le fait que au niveau de l'intérieur, il est censé, à mon avis, faire plus mal par rapport à ça. Et puis on peut parler clairement du traumatisme majeur qu'a connu Lucas. On salue Lucas. Saison 24-25, on arrive aux environs de la trade deadline. Enfin, c'est quelques jours avant la trade deadline, et là, ça sort de nulle part. Ouais, vraiment. On voit une notif de Shams Charania qui débarque, et là on voit Anthony Davis. Enfin, non, c'est même pas Anthony Davis. C'est le titre, c'est Luka Doncic va aux Lakers. Et là, on est tous devant nos téléphones et on fait qu'est-ce qui se passe? C'est Poisson d'avril, mais non, on n'est pas le 1er avril. C'est quoi ce délire là? Non, mais on avait le droit de le penser. Bah ouais, on s'est dit il s'est fait hacker, c'est pas possible. Et puis là, on voit, il est échangé contre Anthony Davis, et après on apprend quelques minutes ou quelques heures plus tard que c'est des discussions un peu sombres entre Nico Harrison et Rob Pelinka sur l'échange. Il y a absolument personne qui est au courant de quoi que ce soit. Enfin, c'est un transfert qui est lunaire. Pour le coup, absolument. Les quelques heures qui se sont passées depuis l'annonce de Shams Charania, ça a été des heures de flottement, parce que on était tous là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est le charme de la NBA, c'est qu'il peut arriver des folies de ce genre-là. Ça peut être aussi un travers. Ça dépend comment on peut ça dépend de quel côté on se met. Mais il y a c'est peut-être le transfert des 10 ou des 15 dernières années qui est arrivé en termes de conséquences, en termes de en fait ça a complètement rabattu les cartes sur plein de plans en fait. Donc en se disant que si des joueurs majeurs peuvent être tradés, je vois pas pourquoi moi qui suis un joueur secondaire voire tertiaire, second couteau, je peux pas prendre l'apport d'une franchise. Personne n'est en sécurité dans cette ligue. Anthony Davis, sincèrement, je m'attendais pas à ce que les Lakers puissent prendre une telle position, mais tout simplement parce que LeBron James, je crois qu'il a une option il a une clause de no trade, je crois, dans son contrat. Je crois qu'il l'a plus, la no trade clause. Ah ouais? Ouais, je crois. Mais enfin, pareil, LeBron James, ça reste le joueur intouchable par excellence, donc tu le transféreras pas comme ça. Tu le transféreras pas comme ça. On est complètement d'accord, mais en vrai, objectivement, moi. Mais c'est chaud. Mais en vrai, je suis les Lakers pour l'avenir de la franchise. C'est censé être Luka Doncic et Anthony Davis, si jamais, sur lequel on est censé miser. Pourquoi je dis ça? Parce que LeBron James, après ce transfert, il a bien dit, la franchise, en faisant ce trade, pardon,
en fait, ça veut dire qu'on mise pas sur moi. C'est terminé. Oui. Il a compris que là, oui, ce transfert, il n'était pas fait pour moi, dans mon intérêt, tu vois. Mm. Mais si les Browns prennent cette position-là, c'est parce qu'ils sont comptés qu'on l'a même accusé, on l'a même tenu responsable. Oui. Les Lakers, n'était pas forcément si performant que ça en saison régulière. On savait qu'ils étaient capables d'un run en playoff, mais c'était pas une équipe dominante en soi dans la ligue. Et les Browns, en disant, c'est pas un trade qui était fait pour moi, parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de trades qui ont été faits pour lui, où les choses ont été Oui, orientées bien sûr. pour lui. Et Anthony Davis, c'est le dernier gros trade majeur qui a été fait en sa faveur. Moi, personnellement, ça me fait mal, dans la legacy d'Anthony Davis, d'avoir été tradé comme ça. N'oublions pas de quelle manière il a appris quand même. On est dimanche soir, il est devant la télé, avec sa femme à ses côtés, il prend son téléphone, il voit ça. Moi, je suis Anthony Davis, mais quand même. C'est chaud. Non, franchement, ça fait chaud. mal. En fait, ça fait mal à tout le monde. On n'est pas dans une attente, on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? On est d'abord dans l'effet, je dirais, toxique d'un tel transfert, parce que c'est Anthony Davis. Ouais, mais dans la mesure où on est dans une ligue, et puis je te laisse parler, excuse-moi, vas-y. Vlad, ou dans la mesure où on est dans une ligue où on ne mise plus sur les intérieurs dominants comme étant le premier pôle de choix dans une franchise, au-delà des postes 3, voire poste 1 point forward, avec notamment Luka Doncic, caractérisé par Cooper Flag, justement, Anthony Davis devient une monnaie d'échange majeure, certes, mais quand même monnaie d'échange. Tout à fait. Et en effet, monnaie d'échange. Et puis, oui, les répercussions de ce trade sont juste incommensurables pour le coup. Enfin, ça change complètement la franchise de Dallas. Ça fait quand même nettement évoluer la franchise des Lakers. Et en fait, les Lakers, eux, ça leur permet d'avoir une vision à bien plus long terme que ce que peuvent avoir les Mavs, pour le coup. Alors, même si les Mavs, malgré tout, le transfert, l'effectif reste quand même très intéressant. Il y a quand même des choses à faire, mais en parallèle, il y a Kyrie Irving qui s'est blessé. Donc bon, voilà, on est un peu entre deux du côté de Dallas, donc on sait pas trop sur quel pied danser. Mais par contre, pour les Lakers, oui, ça leur a donné vraiment des perspectives à venir qui peuvent être plus que radieuses pour le coup, parce que bon, qu'on aime ou pas, même si on n'aime pas Luka Doncic, ça reste un joueur exceptionnel et on sait très bien que de toute façon le futur, même s'il est déjà le présent, mais le futur de la ligue reste aussi entre ses mains. Donc c'est quand même un coup de maître de la part de Pelinka d'avoir fait ça, alors que tu sais qu'à côté, voilà, Luka Doncic, il se blesse pas non plus énormément, et à côté, t'arrives à te débarrasser d'un Anthony Davis, alors malgré tous les énormes services qu'il a pu te rendre, mais d'un mec, voilà, qui, tu sais que quasiment la moitié de saison, il est pas là. Donc ça peut, on va dire 25%, 20-25%. Ouais, entre 25 et 40%. Ouais. On sait qu'il sera pas là. En parallèle, si tu te permets, on va faire le lien direct avec notre alter ego de la soirée, avec Giannis. Tiens, en parlant de transfert, justement, Giannis, il n'est pas dans la même position par rapport aux Bucks, et je pense qu'on va de suite, si tu le permets, j'aimerais pas qu'on fasse de manière chronologique avec Giannis, mais qu'on attaque direct le vif du sujet pour lequel, justement, notre ami Rafik Zazou, on salue, est frustré actuellement dans sa franchise des Bucks. Parce qu'en fait, Giannis, ça fait quelques saisons qu'il se permet d'ouvrir la porte à différents points de transfert. Maintenant, attention, et c'est ça qu'il faut quand même lui reconnaître. Il s'est quand même battu pour avoir ce statut, et ça, il ne l'a volé à personne. Pour ma part, avant que je te laisse t'exprimer par rapport à Giannis Antetokounmpo, auquel on va pas forcément revenir sur les points d'enfance qui ont été difficiles également en Grèce et qu'aujourd'hui on salue parce que c'est l'enfant du pays. Giannis est pour moi part dans le top 3 des joueurs ayant le plus progressé sur 10 ans. Et une personne qui ne met plus au top 3 aura clairement des arguments positifs là-dessus à positionner, de toute la ligue. Attendez, il a commencé sa première saison à 6 points de moyenne. Il a joué 77 matchs. De toute manière, Giannis, il a une sacrée constance en termes de rencontres, notamment sur ses premières saisons où il se blesse assez peu. Il passe de 6 points de moyenne à 12 points de moyenne, à 16 points, à 22, à 26, à 27, à 29. Le mec est un bosseur. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Et toute sa panoplie basket, il a passé son temps à la perfectionner. Sur tous les aspects, sur tous les points, tu sens que Giannis travaille. Franchement, sur ça, personne ne peut lui remettre en question. Son statut de franchise player, c'était pas garanti, qu'il puisse l'avoir.
Mais le mec est parti la chercher. Non, clairement pas. Et puis en plus dans une équipe de Milwaukee, remise en contexte de l'époque était complètement à la rue. Enfin, Ouais, il y avait eu quand même des campagnes de playoffs un petit peu sous par-ci Bogut, par-là, quelques Andrew matchs. Bogut, ouais. Voilà, mais notamment c'était quoi? C'était contre le Heat en plus si je dis pas de bêtises. Quelle année tu pars, chouchou? Je sais plus. Attends. Et ici, ils ont rencontré. Je crois qu'ils ont rencontré le Heat, mais je sais plus en quelle année. Le Heat sous les LeBron James? C'est pas 13. Je sais plus. Bon, enfin bref, Ah ouais? passons. Bon, ouais, vas-y, Ouais. pas la peine. Enfin bref. t'inquiète pas. Ouais, On je verra sais ensuite, plus. Là, j'ai t'inquiète pas. la mémoire qui flanche un peu. Mais oui, enfin, c'est un peu le marasme. Alors, il y a en plus la sortie d'un qui était censé être le jeune prodige de Milwaukee, Brandon Jennings, d'ailleurs dont je parle sur le premier épisode de la saison. Je reviendrai Ah pas oui, dessus. vilain. Mais il y a ça, il y a Andrew Bogut. Bon, bref, il y avait quand même des gens qui étaient attendus, malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est vrai que Milwaukee, c'est vraiment comment dire une équipe ventre mou. Où on n'a pas de réelle déception, mais on n'a pas non plus de réelle attente. Et C'est voilà, vrai. au fur et à mesure, il y a Antetokounmpo donc qui progresse, il travaille. Les 3 premières saisons, il charbonne jusqu'à monter quasiment à 23 points de moyenne sur la saison 16-17, où il va avoir sa première étoile de All-Star. Mhm. Il est aussi MIP sur cette saison, faut pas l'oublier, tout en étant 7e à la course du MVP et en étant NBA Second Team et All Defensive Second Team également. Donc là, on est vraiment sur une saison statement où il commence vraiment à prendre une autre envergure avec voilà. Et puis pareil, il y a le développement, parce que c'est vrai qu'on parle du développement du jeu en termes de jeu, en termes de qualité basketballistique, mais pareil, physiquement, Absolument. la transformation qu'il a au fil des années. Enfin, maintenant, on voit le mec, c'est Mister Univers, le gars. Enfin, il est. De toute façon, tu le vois sur son, La panoplie du joueur, le profil. sur sa corpulence qu'il est sec. Ouais. Tu t'en rends compte, mais le mec, c'était une bradie quand il est arrivé. Vraiment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a su s'imposer, il a su travailler là où il était fort, donc c'est-à-dire le jeu rapide. C'est juste, ouais. Enfin, il y a tu le lances, le mec, il est juste inarrêtable. C'est un train. C'est terminé. C'est un train, c'est terminé. Il a clairement axé son avantage, je dirais même concurrentiel par rapport à toute la ligue auquel personne ne peut s'affilier. C'est le fait d'attaquer le cercle. Il fait des pas de saut en longueur de pas possible. Comment tu veux saut défendre? de cabri, là. Non, mais des sauts, mais c'est pas possible. C'est Jonathan Edwards, le goéland, au triple saut en longueur. 18 mètres à la fin. 18 mètres, ouais. Ouais, 18 mètres, ouais, je m'en souviens très bien de cette marque. Et 2 fois d'affilée. Ah ouais? 2 fois d'affilée. Le mec, il bat son propre record du monde qu'il fait le jour même. Je l'aimais beaucoup en plus, cet athlète-là, Jonathan Edwards, que j'avais même confondu un jour avec Anthony Edwards et Rafik m'avait corrigé, n'importe quoi. Mais en fait, pour revenir un petit peu dans le contexte, en fait, la franchise des Bucks sur sur toutes les 5 premières années de la décennie 2010 se développe en même temps que Giannis Antetokounmpo. On sent qu'il y a des fondations qui commencent à être créées, les Jason Kidd qui arrivent et tout, qui en effet, qui important même dans la construction de son jeu, dans la conception du jeu en elle-même, parce que Giannis va commencer à développer des qualités à la passe. Dans la mesure où j'attire beaucoup de défenseurs, Giannis va élargir sa panoplie là-dessus sur des qualités donc de handle et donc également de création d'espace pour les autres joueurs qui n'étaient pas forcément prévus quand on regarde la panoplie de joueurs qu'il est. On peut également évoquer le début du tandem qu'il a commencé à développer avec Chris Middleton, le chouchou de Rafik que nous saluons, et surtout des séries de playoffs dans lesquelles les Bucks commencent à compter. Il y avait, alors je n'ai toujours pas compris pourquoi les Raptors de Toronto, on les a vendus comme étant une équipe qui pouvait sortir à l'Est. Pour moi, c'est tout simplement impossible. De toute manière, très cher auditeur, très chère auditrice, on se chargera des Raptors années 2010. Ne vous inquiétez pas, le Bronto va arriver. Mais voilà, je sais, ça te fait plaisir. Je suis voilà, c'était une petite fleur pour toi. Et en fait, il y avait une série de playoffs que moi je voulais revenir avant que Giannis commence à tout emporter sur son passage période printanière. C'était le premier tour de la saison
playoff de la saison 2017-2018 où les Celtics de Boston affrontent les Bucks de Milwaukee. Tous les matchs de cette série sont d'une difficulté, sont d'une dureté. Gagner un match, c'était dur. C'était dur. Ah, vraiment. Et tu sens qu'à la fin, il y avait les interviews de fin de saison, là, où les gars sont interrogés derrière le micro, et Giannis commence à parler. Et ça, c'est un point qui est important par rapport à sa panoplie de joueurs. Giannis, en termes de communication, il parle comme un grand joueur, mais comme un très, très grand joueur. Il commence à mobiliser des mots auxquels moi, j'attendais pas que le mec... C'est qui ce bonhomme-là qui commence à dire des mots de mec de statut Kobe Bryanesque, des mots bluff de franchise majeure et tout. C'est Giannis qui prend ce statut-là. Et je pense que c'est important qu'on puisse le signifier par rapport à l'histoire de ce joueur dans la ligue et de sa place dans la ligue, parce qu'il a placé Giannis Antetokounmpo, lui, mais également la franchise de Bucks Milwaukee en se disant attention. Hein, Ouais, je me rappelle à cette période-là, on en discutait déjà et moi j'étais là, je fais mais il veut quoi lui là? Exactement. Ah mais ça a été à double tranchant hein, ce genre de communication parce que il y en a justement, ça a renforcé un peu son aura, sa réputation parce que voilà ça lui donnait un air sérieux et qui voulait paraître comme le franchise player d'une équipe qui voulait devenir sérieuse. Et en parallèle, je disais, il y a des connards comme moi qui ne le considéraient pas du tout tel quel. Et pour le coup, ça lui a quand même fait défaut pendant quelques saisons hein, derrière. Donc c'est ça qui a rendu la chose un peu compliquée pour lui. Et puis alors moi, je suis arrivé sur la bulle de 2020, notamment face au Heat. Ah, là, je l'aimais tellement défoncé. Le mec ne savait pas attaquer une zone. Donc, ouais. Eric Spoelstra, il s'est tellement fait plaisir à ce moment-là sur sa zone que moi, derrière, j'étais le premier, d'ailleurs, à charrier Rafik. Hein, je fais, me parle même plus de ton gars qui est même pas capable d'attaquer une zone. Merci, mais c'est clairement l'un des points noirs auxquels on peut donner par rapport à la fiche de Giannis. C'est sa difficulté en play-off à affronter avec constance une équipe qui a une véritable stratégie défensive. Parce que il y a la zone, c'est vrai, mais également la couverture à la zone, c'est-à-dire tu arrives à passer le premier rideau, qu'est-ce qui se passe si derrière tu arrives à traverser ce premier rideau. Tu vois, toutes ces difficultés-là, Giannis, c'est clairement cassé les dents, et les playoffs 2020 dont tu as très bien parlé, Vlad, sont vraiment significatifs. Sans compter qu'il y a un autre point noir par rapport à Giannis qui fait mal à sa panoplie de joueurs, c'est la faiblesse au lancer franc. Oh là 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 là. Ça a toujours été. Hein. C'est un ouf. Je vois les pourcentages en playoff 2020. Il a 58%, on dirait chaque. Ouais. Ah ouais, t'es sur des pourcentages de chaque. Ouais, et encore chaque, des fois, il s'améliore en playoff. Hein. Quand arrive le mois de mai, c'est on se rappelle bien du match 6 en 2002 contre les Kings. Hein. Là, c'est lancé franc, il était capable de les mettre, le salopard. Merci. Vu le nombre de sifflets en plus qu'ont eu les Lakers dans ce match-là, bon, salut Yacine, on te salue au loin. Yass Bibi, pardon. C'était assez difficile. Mais, regarde, playoff 23, 45%. Playoff 22, 67%. Non. Giannis, tu peux pas nous faire des trucs comme ça. Tu peux pas nous faire ça alors que on entre dans des périodes très importantes. Après, Giannis, soyons clairs, il y a une véritable constance au niveau du rebond, où il s'impose clairement avec une régularité exceptionnelle que son rebond défensif ou offensif. Il a une vraie présence dans la peinture, notamment en défense. On n'oubliera pas non plus ses titres engrangés en tant que meilleur défenseur de la Ligue. Je crois qu'il a gagné combien de fois d'ailleurs ce trophée-là? Il l'a été qu'une seule fois. Hein. Ah ouais? Il est plusieurs fois MVP, mais qu'une seule fois Deepoy. Hein. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, une seule fois Deepoy. Ouais. En tout cas, 19-20. En tout cas, c'est très bien que tu mentionnes ça. C'est les titres d'MVP. C'est les titres d'MVP qu'il faut automatiquement prendre en considération par rapport à Giannis. Pourquoi? Parce qu'en fait, les playoffs 18, je me disais, mais en fait, c'est qui ce bonhomme qui parle comme étant un grand joueur? Giannis Antetokounmpo, au contraire d'Anthony Davis, sur la saison 18-2019, il place les Bucks à la première place de la ligue. J'aime beaucoup Rafik, hein. Y a pas de souci, hein. Mais le franchise player, soyons très clairs, c'est Giannis Antetokounmpo par rapport aux Bucks de Milwaukee. Ils finissent à la première place de la conférence S saison 2018-2019, 60 victoires, 22 défaites. Et surtout, on a un Giannis Antetokounmpo qui est tout simplement inarrêtable, 27 points de moyenne, 12 rebonds, 5 passes D. Le mec, il n'y a personne qui parle avec lui. Donc les propos que nous on avait vus étaient printemps 18, où il disait
cette défaite, on la mérite pas. Les Celtics, ils ont gagné de peu. Hein, on est prêt pour l'année prochaine. Frérot, t'es en train de justifier ce que t'es en train de dire. Tu finis MVP. Et n'oublions... Et attends, mais Vlad, regarde les playoffs 19. Parce que je pense que ce serait bien qu'on fasse la course 19. 19-20, bon, t'as clashé pour l'année 2020 où premier tour, ils font n'importe quoi. Oui. Jusqu'en effet, au fameux titre 21. Parce que les playoffs 19, les Bucks de Milwaukee font des dingues. Ils salissent tout sur leur passage. Ils salissent Détroit 4-0. Absolument rien à dire. Ou je crois même que t'as Blake Griffin. Mais c'est bien qu'on fasse parler de Blake Griffin, parce que Blake Griffin arrive vraiment sur la fin. Au niveau du genou, c'était pourrave, il n'en pouvait plus. Ensuite, le deuxième tour, bat Boston, un Boston de Kyrie Irving, je crois. Mais il y a absolument rien à dire. 4-1, une vraie gifle, donc la revanche de l'année passée. Et ensuite, la finale de conférence, où ils font une dinguerie devant Kawhi Leonard, où il y a absolument... où on est clairement surpris. Mais surtout que Milwaukee mène 2-0. Ah oui, c'est vrai. Oui, absolument. Oui. On s'attendait pas à ce que les Bucks puissent clairement couler sur cette playoff, surtout quand on sait que les Raptors avaient fait en demi-finale face aux Sixers, où ça se jouait vraiment... On s'en souvient tous de cette action où, avec surtout les larmes de Monsieur Joël. Mes larmes. Ah, les tiennes aussi? Les miennes aussi. Oh là là, d'ailleurs, les Sixers, un effectif. Enfin bref, bon. Ah, Jimmy. Mais pas que, Pas que Jimmy. Franchement, je suis parti trop tôt. Net. Oui, tu as raison. Et putain. Tu vas voir les Bucks éliminés en finale de conférence, c'était quand même une déception. En 2019-2020, on a vu la baffe qui se sont prises. Et par contre, les playoffs 21, personnellement, je m'attendais pas à ce que les Bucks puissent gagner ce titre-là. Bon, soit c'est pas forcément une surprise en soi. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs même que les Suns puissent le remporter pour fermer la bouche à Mapenda avec le fameux Chris Paul. Mais soyons clairs, les Bucks, encore une fois, sont irrésistibles. Giannis Antetokounmpo remporte un deuxième titre MVP. 13 rebonds, 13,5 rebonds, 5 passes D. C'est trop. Il domine la ligue. Il domine l'Est. Il n'y a pas photo. Et ce deuxième titre d'MVP de suite, tu peux le contester en vrai, Vlad. Bah du coup, les playoffs 21, en vrai, il y a pas grand chose. Oui, en soi, franchement, il y a pas grand chose à dire pour le coup sur cette équipe de Milwaukee. Elle est dans en fait, c'est ça aussi qui fait. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qui fait aussi, comment dire, pas le charme, mais on est clairement sur une équipe de Milwaukee qui est complètement cohérente et qui est sur une continuité en fait. Absolument. Donc derrière, t'as Giannis qui est encore présent sur toutes les catégories statistiques, très bien suivi par Chris Middleton, dont on sous-estime énormément aussi l'apport, notamment sur la campagne en playoff où il a pris aussi des gros shoots, où il a été très très important. Et après, donc pour aller sur les playoffs 2021, c'est premier round 4-0 contre le Heat. Ils font la revanche de la saison passée et puis là ça se termine sur un sweep qui est quand même bien méchant. Ouais, bien violent. Bon, après il y a eu aussi effectif un petit peu réduit du côté du Heat, mais bon, enfin bref, ça reste un 4-0. Ensuite, ils gagnent 4-3 contre Brooklyn, les Brooklyn de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Ça s'est joué à peu de choses. Donc là, oui, ça s'est joué sur une demi-pointure. Voilà. Donc pour le coup, c'est sûr, ils sont pas passés loin de la correctionnelle, mais au final, ils en sont quand même sortis. Et ensuite, donc 4-2 contre les Hawks en finale de conf. Bon, là, pareil, il n'y a pas eu de réel match. Mais c'est à cause de Joel Embiid. Arrive Les Sixers devaient les affronter. Voilà, merci. Tu le sais. Il fallait qu'on le précise. Bah ouais, je voulais ce duel Joel Embiid, Giannis. Voilà, merci. Mais je sais bien. Mais bon, malheureusement, le destin aura voulu que ça se passe autrement. Donc finale NBA contre Phoenix, et puis là, bon, il y a Phoenix qui commence. Oui,
C'est ça, Phoenix, il commençait bien la série, 2-0, et en plus des résultats plutôt nets pour le coup. Premier match gagné de 13, le deuxième match gagné de 10. Bon, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de réel contest à avoir contre eux. Et puis d'un seul coup, là, Giannis a décidé vraiment de prendre ses responsabilités, enfin encore plus ses responsabilités. Il arrive, il plante directement un 41-13 sur le match 3. Waouh. Et puis, forcément, donc, ils arrivent, ils continuent. On sent que le collectif, commence à être bien rodé et que, il y a des choses. Et puis surtout, dans les moments cruciaux, malgré de grosses perfs de Booker. Booker fait aussi des grosses perfs sur les matchs 4 et 5, bien sûr. avec 42 et 40 points. Mais Milwaukee reste solide. Et puis, il y a ce fameux match 6 où Giannis Antetokounmpo nous étale d'un récital à 50 points, 14 rebonds. Enfin, c'est le match de sa carrière. Non, c'est le match dans lequel justement il devient clairement incontestable. Toutes les critiques qu'on a eues lieu, les Bucks qui sont pas, on va dire, une franchise qu'on aime regarder, on en a rien à cirer, frère. Pas démontrer des trucs que d'autres mecs n'ont pas fait. Et en plus, dans une configuration où c'est pas une franchise dans laquelle où il y a tout le monde qui est attiré par elle. Et c'est sur cet aspect-là où il faut clairement qu'on rende hommage à Giannis Antetokounmpo. On doit tous se taire et dire bravo, monsieur, jusqu'à ce que Monty Williams, le coach des Suns, parte dans les vestiaires pour en effet saluer, rechecker encore une fois les Bucks qui commençaient en plus à célébrer dans tous les sens leur titre, ce qui est normal. Mais là, Monty vient dans les vestiaires pour dire non, là, les gars, je dois quand même vous saluer entre joueurs. La classe. Non, vraiment, bonhomme. Moi, j'avais été triste, comme je disais, pour Chris Paul. Mais en vrai, frère, tu dois rendre hommage aux Bucks de Milwaukee. D'ailleurs, j'insiste bien, Giannis m'a vraiment je me suis tu. En fait, il n'y a plus rien à dire. Il a produit des choses. C'est ça, je me rappelle parfaitement le lendemain, justement, de la finale. Direct, je suis sûr qu'on pourrait même peut-être retrouver même la discussion sur WhatsApp de l'époque, mais à Rafik, écoute, je m'incline, j'ai plus rien à dire sur Giannis. C'est tout, frère. C'est bon, il m'a battu. C'est tout. Et il a mis 50 points en finale NBA. Non, frère. Non. Et tu vois, moi, c'est triste pour Anthony Davis, parce que moi, je pense que basketballistiquement parlant, je pense qu'on aime plus, en tout cas pour ma part, je préfère plus Anthony Davis que Giannis Antetokounmpo. Pour moi. Clairement. Mais Giannis a eu des accomplissements que Davis n'a pas. Et Giannis le sait très bien. Il est dans une région du monde, parce que le Wisconsin, on va pas revenir dessus, dans laquelle le dernier titre, c'était Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar a gagné en territoire du Wisconsin. Il a gagné, il a mis sur la carte le titre NBA dans un endroit pareil. Mais ce qui manque à Giannis, c'est automatiquement de gagner dans une franchise de rêve. Qui est dans cette franchise-là aujourd'hui? Enfin, qui l'était? C'était Anthony Davis. Et Giannis ne l'est pas. Et Giannis, depuis ce titre, et notamment surtout après la saison 22, où ils font en demi-finale de playoff, ils perdent face aux Celtics encore une fois, 4-3, ça joue à peu de choses, et il commence à prendre des airs. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Vlad, mais... Et surtout, depuis les playoffs 22, les Bucks ne gagnent plus une série. Mais Giannis, je pense que, voilà, il a monté en galon. Je sais pas ce que après, ça va. On peut mettre les pieds dans le plat. On va parler du trade de Middleton qui a eu lieu le courant de saison dernière. Enfin, déjà. Il y a des choses. C'est vrai qu'il y a. Alors en plus, il y a eu. Ouais. On peut y aller. Alors après, il y a eu aussi. Depuis, il y a eu plein de déclarations. Oui, il nous fait un peu son Macron de non, on n'a pas perdu, on a appris des leçons, nanana. Malade, lui. Des discours, des discours un peu justement, enfin, où t'as un peu l'impression qu'il retourne un peu sur ses travers, et puis tu sens que il essaye peut-être de faire des moves dans les coulisses qui sont pas hyper approuvés par tout le monde, quoi. On est complètement je pense notamment, je pense à Middleton, enfin le trade de Middleton, qu'on n'aille pas me dire qu'il n'était absolument pas au courant.
Là, pour le coup, je n'y crois pas une seconde qu'il était pas au courant et qu'il a pas eu à donner son accord pour que ça se passe. On parle de son buddy, donc celui qui est censé être son buddy. Donc ouais, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui le rendent peut-être un petit peu plus irritable maintenant. Et puis le problème, c'est que en effet, les résultats ne suivent plus tant que ça depuis maintenant quelques années. Alors il y a eu en plus l'arrivée de Lillard, voilà, qui aura pas été hyper concluant. Il y a eu aussi le passage de Doc Rivers qui a pris la relève de Mike Budenholzer, qui n'est pas ouf non plus. Enfin, voilà, il y a plein de circonstances, il y a tout un concours de circonstances depuis 3-4 ans qui sont pas à l'avantage à la fois de Milwaukee et malheureusement Giannis Antetokounmpo n'est pas forcément ne sort pas la tête de l'eau non plus de tout ce marasme, on va dire, si je peux dire ça ainsi. Non, on est complètement d'accord. Moi, Giannis, en fait, il devient insupportable. Toi, t'as dit irritable, en fait, il devient insupportable. J'aime plus l'écouter par micro. Quand il s'exprime là, dans sa com, on prend les bonnes habitudes. Gros, t'es un ouf. En NBA, depuis 2013, tu commences à nous dire à prendre les bonnes habitudes. Après, attention, je veux bien te croire que chaque saison est différente. Et quand arrive la période fatidique de la période printanière ou avant printemps, il faut accélérer dans le tempo des choses. Ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais t'as 10 ans d'NBA. L'effectif, il n'est pas non plus tout jeune. Ouais. Les Bucks te donnent certaines conditions pour que tu puisses performer, en tout cas en playoff. Et depuis 2022, les Bucks ne passent plus un tour. Donc nous-mêmes, Indiana Pacers, on se permet de les battre en n'ayant pas l'avantage du terrain et en ayant la saison d'après où on a l'avantage du terrain. Ça fait quand même beaucoup. On c'est vrai qu'en 2024, il était quand même blessé. Mais 2023, je crois qu'ils font le premier tour face au Heat encore. 2023, ouais, c'est ça, ouais, premier tour, qu'ils perdent 4-1. Voilà, en plus, encore une fois, une gifle monumentale auquel Jrue Holiday va prendre la porte. Donc, en vrai, les Bucks ont construit leur effectif autour de Giannis. Ça leur a clairement porté bénéfice. La Ligue, on sait qui il est. Il a été plusieurs fois titré. D'ailleurs, même, il a été MVP du All-Star Game. Donc, en vrai, par rapport à Giannis, sur tous ces aspects-là, il n'y a absolument rien à dire. Il est parti chercher le statut qu'il a aujourd'hui. Et une personne qui pense à ce qu'il serait supérieur à Anthony Davis sur sa legacy, sur l'ensemble, pour ma part, ce serait pas une erreur de pouvoir le penser. Même si c'est vrai que j'apprécie plus Anthony Davis, mais soyons clairs. Giannis peut se poser devant Anthony Davis en disant, poto, moi j'ai fait telle chose, j'ai posé ma franchise là, j'ai peut-être eu une organisation qui a été favorable pour créer cet environnement-là, ce qui n'a pas été le cas aux Pelicans et même aussi avec des malheureuses blessures. Ça, c'est une évidence pour Anthony Davis. Mais on a le droit de penser que Giannis soit devant. Tout à fait. Mais ça m'énerve, tout à fait. Après, je pense que ça reste aussi. Ah, moi, ça me saoule. Hein. De quoi ? J'aime pas ça. Je préfère Davis, en fait. Après, ouais, je pense que c'est une question de sensibilité pour le coup. Il y en a qui vont peut-être préférer le mettre en avant, le développement d'Antetokounmpo au travers de sa carrière. Bien sûr. Mais après, pour moi, oui, Anthony Davis reste un bien plus beau basketteur déjà, naturel, on va dire, et en termes de talent un peu inné, on va dire aussi. Tu sens que c'est vraiment le basketteur qui a déjà du talent de base et qui a aussi bossé, attention. Mais ouais, on le sent clairement plus. Moi aussi, j'ai une bien plus grande préférence pour Anthony Davis, mais après la carrière d'Antetokounmpo reste aussi plus qu'honorable pour le coup. Et puis voilà, moi je l'ai dit, depuis le titre de 2021, même si maintenant il y a des moments ou des côtés qui m'énervent le concernant, mais moi 2021, il m'a juste fait fermer ma gueule. Donc moi je dis plus rien maintenant à son sujet-là, même s'il y a des choses qui sont plus que reprochables le concernant pour le coup.